du plateau TV de Business Industrie. Nous sommes le mardi 28 avril et sur 2 jours, le salon Business Industrie accueille la crème de l'industrie de Champagne-Ardenne. 200 exposants pour faire briller l'industrie champardennaise. Sur ce plateau TV, au Parc des Expos de Reims, nous allons parler des sujets qui intéressent tout particulièrement les industriels, bien sûr l'industrialisation, la cybersécurité, les financements, la RSE, mais aussi et surtout l'emploi. Nous sommes ici en compagnie de Séverine Blondeau, qui est la responsable RH d'Axon Câble. Bonjour madame, soyez la bienvenue. Bonjour. En compagnie de Florence Tritsch, la responsable du pôle stratégie et action territoriale Grand Est à Opco 2i Grand Est. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Alain Dehatten, le directeur régional Grand Est de l'Opco 2i Grand Est. Bonjour. Bonjour monsieur. Et enfin Sébastien Blondeau, le responsable du développement de l'alternance du CFA papier-carton de Gérardmer. Bonjour Emilien. Soyez les bienvenus. L'idée c'est qu'on échange ensemble des enjeux de l'industrie, de l'emploi d'aujourd'hui et de demain. Et justement, on va commencer par vous, Alain Dehatten. Vous êtes le directeur d'Opco 2i. Eh bien, qu'est-ce qu'Opco 2i et quelles sont ses missions ? Bonjour, merci pour l'invitation. Opco 2i, c'est l'opérateur de compétences interindustrielles. Notre rôle principal, c'est d'anticiper, de développer et de mettre à disposition les compétences dont les entreprises aujourd'hui ont besoin pour être en capacité de relever tous les enjeux stratégiques d'aujourd'hui et du futur. Au quotidien, notre rôle, c'est d'informer, de conseiller, d'accompagner nos entreprises pour leur permettre de mener à bien leur plan de développement de compétences et également d'intégrer de nouvelles compétences, principalement via l'apprentissage, donc les contrats d'alternance, l'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Nous avons également un rôle de facilitateur pour mettre en lumière les métiers de l'industrie, parce que vous dites, vous m'avez présenté sous le titre de directeur régional d'Opco 2i, et sur ma veste, j'ai un pins avec l'industrie. Donc je ne me suis pas trompé de veste, c'est bien la mienne. Et avec l'industrie, c'est la marque que l'on porte pour l'ensemble de nos 29 branches professionnelles. Et donc on est là, comme aujourd'hui, sur notre stand, pour faire la promotion et pour être en capacité aujourd'hui de montrer aux jeunes l'évolution et l'ampleur des métiers industriels. Souvent, on est encore sur une ancienne image de ces métiers. Tout a énormément évolué. Les entreprises ont besoin de nouvelles compétences, elles ont besoin de nouveaux talents. Et donc, elles ont besoin d'attirer ces jeunes sur ces métiers peut-être anciens qui ont évolué, comme sur de nouveaux métiers qui aujourd'hui émergent. On accompagne également les salariés qui, eux, aujourd'hui, doivent se maintenir en emploi, et pour cela ils ont besoin d'acquérir également de nouvelles compétences, puisqu'il y a des enjeux majeurs aujourd'hui qu'attendent les entreprises industrielles, qui sont les grandes transitions. Il y a la transition écologique, donc la transition par exemple de la décarbonation lorsqu'on parle de nos industries, et également des enjeux liés à la digitalisation des process, à l'avènement de l'IA ou à la cybersécurité. Alain Dehatten, pour aller un petit peu plus dans le réel, on va parler de quelques chiffres. Est-ce que vous pouvez nous en donner un petit peu sur les alternants, les salariés, tout ça ? Donc l'interindustrie en France, oui, c'est un peu plus de 2,9 millions de salariés qui sont dans 90 000 entreprises. Alors là aussi, on a souvent l'image de l'industrie, uniquement les grandes entreprises que l'on connaît. Mais l'industrie, c'est beaucoup de PME, de TPE. Et par exemple, lorsqu'on prend la région Grand Est, finalement, c'est une région de sous-traitants. Parce qu'on connaît certains grands noms de l'industrie du Grand Est, mais finalement, le territoire est principalement composé de sous-traitants. Et ces sous-traitants ont besoin de compétences, ont besoin d'être accompagnés, que ce soit financièrement sur la formation, comme sur une stratégie qui peut être liée à ces grands enjeux. Et pour cela, il a besoin d'intégrer de nouvelles compétences, je l'évoquais tout à l'heure, principalement via l'apprentissage. Et donc, Opco 2i accompagne à peu près 130 000 parcours d'alternance par an. Très bien, merci beaucoup Alain Dehatten. Florence, je me tourne vers vous puisque nous parlons bien là d'une étude. Alors justement, cette étude, comment elle a été construite ?
Alors en effet, c'est la première fois qu'une telle étude est réalisée sur le Grand Est. Donc cette étude, elle est construite en deux volets. Un premier volet qui est plutôt un panorama de l'industrie dans le Grand Est, de l'interindustrie, de voir quelles sont les branches qui sont les plus présentes, et également de pouvoir analyser les perspectives en termes d'emploi, de compétences, d'aller vraiment recueillir les besoins des industriels à ce niveau-là. Et l'autre volet, c'est plutôt sous l'angle de la formation, c'est de voir quelle est l'offre de formation qui est présente sur le territoire Grand Est et de vérifier que cette offre de formation elle est en adéquation avec les besoins des industriels qu'ils ont exprimés donc dans la première partie. Combien d'industriels ont été sondés ? 556 exactement. Voilà. Vous êtes bien précise, Florence. Alors justement, le panorama, cet état des lieux, quels en sont ces grands enseignements pour cette grande première ? Alors, ce qu'on peut dire déjà de l'industrie dans le Grand Est, c'est que c'est une région historiquement très forte au niveau industrie. Donc elle est en déficit en termes d'emploi depuis quelques années. Ça s'explique par différents critères. Le premier, c'est la forte spécialisation de l'industrie dans le Grand Est. On avait beaucoup de chimie, textile, beaucoup de sidérurgie. La sidérurgie, c'est vraiment le premier maillon de la chaîne industrielle. Ça va être le sous-traitant de nombreux autres secteurs et c'est impacté notamment par la concurrence internationale, donc ça joue sur l'emploi. L'autre critère qui explique ce déficit d'emploi, c'est la démographie. On a un vieillissement de la population, une baisse de la démographie et forcément, qui dit moins de personnes, moins de population active, moins d'emplois salariés au niveau industriel également. Et la dernière caractéristique qui est forte dans le Grand Est, c'est l'aspect transfrontalier. Donc on a une position stratégique qui est assez dynamique, qui est portée par l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, voire même un peu la Suisse. De l'Europe. Voilà, c'est ça. Et qui permet d'être assez stratégique sur les innovations, sur l'export. Donc on sait qu'on a un salarié sur deux dans le Grand Est qui travaille en zone transfrontalière. Donc c'est vraiment des territoires, les territoires les plus denses au niveau industriel. Et justement, rentrons dans le vif du sujet, vous le résumez comment aujourd'hui l'emploi industriel ? Donc, si on reste dans le périmètre d'OPCO2I, comme l'a dit Alain, sur les 29 branches industrielles, on va retrouver 9200 établissements pour 258 000 salariés. Ça représente 18% de l'emploi salarié. C'est bien au-dessus de la moyenne nationale, parce qu'on est généralement, je crois que c'est 10,8% au niveau de la moyenne nationale. Donc, dans le Grand Est, on est à 18%. Et on va avoir sur certains bassins des chiffres on est presque à 30%, notamment sur le bassin de Sedan, par exemple, d'emplois salariés sur l'emploi total. Ce qu'on peut dire aussi, Alain l'a déjà un petit peu souligné, c'est que sur les 9800 établissements, on va en avoir 88% qui sont des entreprises de moins de 50 salariés. C'est vrai qu'on a toujours cette représentation de grosses usines. Ouais, Finalement, on a vraiment beaucoup de petites entreprises dans l'industrie au niveau Grand Est. Et ce qu'on peut en dire également sur la féminisation des emplois, c'est que on est toujours en moyenne sur 30%. On va avoir des disparités selon les départements, on va être de 23 à 33% selon encore une fois les secteurs représentés. Et justement, on parlait de territoire, mais est-ce qu'on a aussi des différences sectorielles finalement dans cette étude ? Oui. Donc les 29 branches, elles sont bien présentes toutes dans le Grand Est. On va vraiment toutes les retrouver, mais on va en avoir certaines qui sont plus présentes que d'autres. Okay. Donc on va avoir la métallurgie en premier lieu. La métallurgie représente 60% de l'emploi industriel dans le Grand Est. C'est vraiment la première. Et on va avoir 5 autres secteurs. Donc on va retrouver la chimie, la plasturgie, les carrières et matériaux et verre. On va avoir tout ce qui est mode, luxe, couture, textile. Et l'énergie et services énergétiques qui, avec la métallurgie, représentent 75% de l'emploi industriel. Et chacun de ces secteurs, en fait, comptabilise plus de 10 000 emplois chacun. Donc voilà, c'est vraiment les branches majoritaires. Et l'autre caractéristique du Grand Est, c'est que sur 7 branches, sur les 29 branches, on va en avoir 7 qui sont en position stratégique avantageuse dans le Grand Est par rapport à d'autres régions. Donc okay. Là, on va retrouver le papier-carton, on va retrouver le recyclage, l'ameublement, le cristal vert, et donc carrières et matériaux, énergie, services énergétiques. Voilà. Et concernant ces secteurs, justement, on va parler maintenant, on va resserrer sur les bassins. Quels sont les secteurs les plus représentés par bassin alors ? Donc si on cherche vraiment à connaître le poids de chaque branche sur les territoires, en effet, si on reprend la métallurgie, on va voir que les emplois de la métallurgie, même s'ils sont présents partout dans le Grand Est, on va les retrouver majoritairement dans 3 départements qui sont le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle. Si on prend par exemple les services énergie, là on va les retrouver davantage dans la Meurthe et Moselle.
Si je prends le papier carton par exemple avec le textile, ce sont des branches, des emplois qu'on va retrouver plutôt dans les Vosges, dans le département haut-marnais. Et donc, de même, dans l'Aube, sur le bassin de Troyes, on va retrouver majoritairement du textile. L'étude, elle fait également remonter des besoins de formation qui sont liés à ces emplois. Bah oui, forcément, sans formation, pas d'emploi. Quels sont les besoins aujourd'hui que les 556 entreprises vous ont exprimés, Florence ? Donc, l'étude, elle avait pour but vraiment de recenser ces besoins d'information et notamment les enjeux que rencontrent les industriels. Donc, sur ces 556 industriels, ce qu'ils nous ont fait remonter, c'est que leurs enjeux étaient impactés forcément par les facteurs économiques, géopolitiques. Alors, ça, c'était valable en 2025, ça l'est encore plus là cette année, en 2026, et sociétaux, puisqu'on voit que les attentes des consommateurs ne sont pas les mêmes, elles évoluent. Donc, ça aussi joue sur les enjeux des entreprises. Donc, les priorités stratégiques des entreprises, majoritairement, elles portent sur la diversification de leur marché client pour près de 76% d'entre eux. Forcément, ça joue sur les compétences. Et 66% visent vraiment le développement de produits innovants. Il y a l'enjeu de la performance également qui est vraiment primordial pour 71% d'entre eux. Et les transitions numériques, écologiques sont vraiment au cœur de leurs préoccupations également, puisque 62% cherchent à réduire leur impact sur l'environnement. Donc là encore, on joue sur les compétences, etc. Et donc ça, c'était vraiment pour les enjeux stratégiques. Ouais. Et quand on prend les enjeux RH, ce qu'on va retrouver majoritairement, l'enjeu principal pour 74% d'entre eux, ça va être les difficultés de recrutement, qui sont vraiment majoritaires, qui vont être dues à un manque de candidats, à des compétences qui ne sont pas forcément en adéquation avec ce qu'ils recherchent, ou à l'attractivité. Donc là, l'attractivité, c'est vraiment un des critères pour 33% d'entre eux qui jouent sur ces problématiques de recrutement. Et enfin, on va retrouver les enjeux de fidélisation et de développement des compétences qui sont là au cœur de, de leurs enjeux pour 70% d'entre eux. On en parlait tout à l'heure avec le vice-président d'Opco2i, Arnaud Bernier, qui nous disait dans le secteur de la maintenance, par exemple, c'est super compliqué. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs, Florence ? Oui, donc on va avoir en fait les métiers. On va avoir 10 métiers qui représentent 37% des besoins en recrutement. Les recrutements, ils sont jugés difficiles par 56% des industriels. Donc, c'est vraiment un enjeu fort. Et dans les familles, les métiers les plus recherchés, on va retrouver 3 familles. Donc, la famille production et assemblage. Donc, le Grand Est, c'est vraiment une forte région de production. 45% des emplois sont des emplois liés à cette famille-là. Donc, c'est 10 points de plus qu'au niveau national. Ensuite, on va avoir notamment la famille exploitation et maintenance. Donc là, ça représente 26% de l'emploi salarié. Donc on est aussi très fortement impacté. Et on va avoir 81% des industriels qui, en effet, connaissent des difficultés fortes ou très fortes liées à ces métiers-là, d'exploitation-maintenance. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la famille conception et R&D, elle est pour le coup, elle sous-représentée dans le Grand Est par rapport au national. On est à 9%, alors que au national, on est à 10%. Mais par contre, on voit une hausse en fait, des recrutements sur cette famille-là, notamment liés aux enjeux qu'on a évoqués tout à l'heure, l'innovation, la transition écologique, la diversification des marchés. Très bien. Et sur les besoins quantitatifs, si j'ose dire, qui ont été identifiés par l'étude, qu'est-ce qu'on a ? Cette étude, en fait, elle avait vraiment pour vocation de recueillir les besoins des industriels à l'instant T, mais aussi de pouvoir projeter en fait, les recrutements sur 5 ans. Donc là, on sait qu'il y a 218 000 recrutements qui sont attendus dans les 5 prochaines années. Donc ça fait près de 44 000 recrutements par an. Donc c'est pas négligeable, sur tout le Grand Est. Et ces recrutements, en fait, ils vont être liés pour 83% d'entre eux à la mobilité. Donc la fin des CDD, des turnovers, fin de CDI, etc. La création de postes, on parlait de la recherche et développement, ça peut aussi expliquer ça. Et le dernier critère qui explique ce nombre de recrutements importants, c'est les départs en retraite. Pour 17% des recrutements, c'est lié à des départs en retraite, puisque même si on a déjà connu des vagues de départs en retraite, ça va continuer. On attend 7500 départs en retraite chaque an sur les 5 prochaines années. Ouais. Et justement, le rôle d'Opco2i étant d'anticiper, si j'ose dire, les compétences, est-ce qu'aujourd'hui les industriels sont satisfaits de l'offre de formation qu'on a à date ou pas spécialement ? Alors, globalement, on peut dire que l'offre de formation qui est présente sur le territoire, elle correspond aux besoins que les industriels nous ont fait remonter.
Ouais. Mais quand on creuse, on voit qu'en effet, les offres de formation, elles sont plus centrales, enfin plus liées aux centres urbains. Donc on va les retrouver proches, notamment en Meurthe-et-Moselle, en Moselle, etc. En Champagne-Ardenne, on va voir que, par exemple, dans les Ardennes, on va retrouver davantage les formations industrielles sur Charleville-Mézières. Dans l'Aube, on va les retrouver davantage sur Troyes. Et dans la Marne, plutôt autour de Reims. Donc ça peut être une problématique. Et on a des départements, notamment la Haute-Marne, là, pour lesquels, en fait, il y a un réel problème d'adéquation entre l'offre de formation, parce que pour 34,9% des industriels interrogés, l'offre de formation qui est présente sur ce territoire-là, par exemple, ne correspond pas à leurs besoins. Donc là, il y a un travail vraiment sérieux à mener à ce niveau-là. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'en effet, voilà, globalement, le volume des personnes formées correspond à ce qui est attendu, sauf qu'il y a quand même une idée d'équation, puisqu'il y a des difficultés de recrutement qui persistent. Donc, il y a certainement un système d'évaporation aussi. Il y a des personnes qui sont formées, qui sont finalement pas recrutées. Voilà, où vont-elles? C'est aussi un sujet à creuser à ce niveau-là. Très bien. Alors, cette étude, on l'a dit tout à l'heure, c'est une grande première. Et l'idée, à terme, c'est de faire un panorama. C'est bien ça ? Alors, le panorama, il a été déjà plus ou moins fait, mais c'est de vraiment se servir là de cette étude. Donc, je le disais, c'est la première fois qu'elle est réalisée dans le Grand Est. Et de s'en servir avec l'ensemble des partenaires. Donc voilà, pour les entreprises, évidemment. L'objectif premier, c'est bien de répondre aux besoins des entreprises, mais c'est de travailler avec les CFA, avec le France Travail, avec tous les acteurs de l'écosystème emploi-formation, pour vraiment utiliser ces datas, ces données, de se dire, la problématique, elle est celle-ci. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour essayer de résoudre cette difficulté-là et puis répondre aux besoins des industriels. Donc après, il y a déjà des actions qui sont menées sur certains territoires et l'objectif, c'est bien de poursuivre ces actions. Demain, je suis industriel. Pourquoi je dois absolument prendre attache avec Opco2i, grosso modo? Vous allez dire parce qu'on est les meilleurs, mais non, ça serait un peu présomptueux. Parce que Opco2i, en fait, donc, c'est l'opérateur des 29 branches industrielles. Le principe, c'est qu'on a des conseillers qui sont vraiment présents partout sur le territoire, qui vont accompagner les entreprises sur toutes leurs problématiques RH liées aux différentes transitions industrielles qu'elles vivent aujourd'hui. On a une offre de services qui correspond à ces attentes. Et l'intérêt vraiment de travailler avec Opco2i, c'est que quand on n'a pas l'offre de service qui correspond à la problématique que rencontre l'entreprise, les conseillers formation, ils ont vraiment une connaissance fine en fait du territoire, ils connaissent les partenaires et ils vont pouvoir mettre en relation l'entreprise avec le bon partenaire qui va leur proposer le bon service si jamais Opco2i ne peut pas le faire. Donc c'est vraiment ce rôle de facilitateur qui est important et à la fin, c'est l'entreprise qui gagne du temps grâce à Opco2i. Justement, d'ailleurs, en parlant de ce rôle de facilitateur, Séverine Blondeau, vous avez travaillé en étroite collaboration avec Opco2i et je crois que vous mettez en place des choses assez innovantes au sein de votre entreprise. On le rappelle, c'est Axon Câble. Alors, la première question, c'est comment attirer les jeunes et les moins jeunes quand on est dans un tout petit bourg de quelques âmes? Le groupe Axon est un groupe international, mais le siège social est à Montmirail, dans la Marne. 4000 habitants, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué d'y arriver jusqu'à Montmirail. Il n'y a pas de train, il n'y a pas de bus, il n'y a rien du tout. Donc depuis les années 80, on travaille effectivement sur l'attractivité de l'entreprise et on a l'habitude de faire plein d'actions qui sont tout le temps différentes et innovantes pour que les jeunes puissent venir nous rejoindre. Et alors très concrètement, ces actions, quelles sont-elles? J'ai vu que vous proposiez par exemple vos propres logements. Alors effectivement, parmi les actions qu'on met en place, on a nos propres logements. On a une 50aine de logements qui sont dans l'entreprise et qui permettent aux jeunes, les jeunes recrutés en fait finalement en 3 jours ils peuvent arriver, leur relis est fait et ils n'ont pas besoin de trouver un logement proche de Montmirail. Et en termes de santé aussi, vous êtes particulièrement avancé chez Axon? Alors, on est peut-être l'une des 10 entreprises françaises peut-être qui a son propre service de santé et de prévention au travail intégré dans l'entreprise, qui nous permet effectivement de travailler sur, notamment sur les postes de production, sur la réduction des TMS, par exemple, des troubles musculo-squelettiques. Et alors, pour justement attirer tout ce beau monde, finalement, vous pratiquez le recrutement innovant.
Alors, on a plein d'outils de recrutement innovants. Ouais. Alors, dans mon monde de DRH, je ne parle jamais de recrutement sans parler d'intégration et de fidélisation. Recruter, c'est facile. Mes collègues sont sur le stand, ils m'ont dit on a plein de CV pour toi, Séverine, t'inquiète pas. Donc recruter, finalement, c'est pas le plus compliqué. Intégrer, c'est déjà un peu plus compliqué. Ouais. Et fidéliser, c'est vraiment, je pense, la clé pour la longévité de notre entreprise. Et donc, du coup, je peux me permettre de répondre à votre question. Pourquoi un industriel a tout intérêt à être proche de l'OPCO ? Parce qu'on ne peut pas fonctionner sans toutes ces structures, alors que ce soit l'OPCO, France Travail ou la région. C'est avec eux, finalement, qu'on construit et on se rencontre toujours au mois de décembre, toutes les années, pour justement construire nos projets, puisque eux ont la vision de ce qui se passe aussi en dehors de l'entreprise et nous mettent un petit peu sur le chemin et le bon chemin pour arriver aux objectifs de l'entreprise. Parlons RSE aussi. Je crois savoir que vous avez vos propres animaux, c'est bien ça ? Exactement. Nous avons quelques collègues atypiques. Donc, nous avons des moutons, en fait, puisque nous sommes à la campagne. Donc, nous avons des zones d'éco-pâturage et on a 6 moutons parmi nous et nos propres ruches. Donc, on a 2 ruches. Et avec des abeilles qui fonctionnent très très bien. Je vais les voir souvent pour leur dire de bien produire. Ah ouais. Et on a sorti 400 pots de miel l'année dernière. L'Axon miel, c'est beau. C'est de l'Axon miel, il est très bon. Ouais. J'imagine. Et ça, c'est apprécié du coup par les collaborateurs ? Alors oui, ça fait partie de notre programme Actionaté, donc il y a un programme sport, santé, bien-être accessible à nos salariés. Et effectivement, c'est de l'ouverture et ça traduit le fait qu'on soit très engagé dans l'environnement. Donc oui, on est une entreprise industrielle, mais notre engagement pour l'environnement et sa protection est bien réel. Et ce programme, il a quel âge ? Alors ça fait, donc on fêtera cette année la 10e année du programme. Et donc on est en train en ce moment de faire de la gym hypopressive. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pour bien se renforcer de l'intérieur, pour ne pas avoir mal au dos, y compris quand on travaille dans un bureau. Justement, ne pas avoir mal au dos, la transition est toute trouvée. Vous vous êtes aussi posé la question des proches aidants chez Axon Câble. Alors oui, ça c'était le sujet que j'ai beaucoup travaillé l'année dernière. 6% des salariés sont proches aidants, reconnus proches aidants. Ouais. Il y en aurait beaucoup plus dans chaque entreprise et avec le vieillissement de la population, on va de plus en plus aider nos aînés. Et c'est vrai que ça va dans la fidélisation. Entendre un salarié qui rencontre des problèmes personnels et lui trouver des solutions simples, ça lui permet aussi de rester plus longtemps dans l'entreprise. C'est sûr, et pour rester dans les entreprises, il faut aussi fidéliser. C'est ce que vous faites au travers d'un véritable plan de développement des compétences. Exactement, avec des projets que l'on suit. On est sur plusieurs projets en ce moment avec l'OPCO et puis nos autres partenaires locaux. Là, on est en train de former 8 personnes au métier d'assembleur-assembleuse de composants électriques et électroniques. Et donc la formation, elle est juste en face, dans un bâtiment juste en face mon bureau. Et normalement, d'ici 1 mois, on leur proposera tous, à ceux qui ont réussi la formation, un CDD directement dans l'entreprise. Et donc, vous accueillez régulièrement des profils en alternance, en apprentissage. Alors, vous avez des chiffres un peu ? Alors, le chiffre, il est simple, 13 alternants. Okay. C'est pas énorme, mais alors une centaine de stagiaires aussi par an. Alors nous, on passe beaucoup par le stage plus que par l'alternance. Alors pourquoi ? Parce que l'alternance, on est moins structuré pour le faire et ça a des contraintes. Et malheureusement, les alternants ne sont pas forcément toujours là les semaines où on a besoin d'eux. Donc il faut qu'on prenne l'alternance uniquement sur les postes où on peut se permettre de le faire. Ouais. Et il faut avoir les bons projets à confier parce qu'on ne peut pas faire du quotidien quand on est en alternance, c'est un peu compliqué. Donc on réserve l'alternance sur les métiers en tension comme les développeurs informatiques, la maintenance et tout ce qui est automatisation de nos lignes de production. Très bien, merci beaucoup. Alors on vient de parler de l'alternance, mais justement je me tourne vers vous, Sébastien Blondeau. C'est intéressant ce qu'elle vient de dire, Madame Blondeau. Blondeau, désolé. C'est super intéressant dans le sens où ils ne prennent pas d'alternance sur les postes qui entacheraient finalement la continuité industrielle. Donc ça c'est très intéressant, ça veut dire qu'il y a un vrai parcours chez eux d'accompagnement et justement vous allez nous montrer le véritable intérêt de l'alternance dans les métiers qui sont les vôtres. Alors la première question, quand on parle d'alternance, Sébastien Blondeau, on pense
Comment on pense à l'entreprise ou on pense à l'étudiant finalement? Eh bien justement, Emilien, c'est les deux à la fois. Ouais. Être alternant, c'est recevoir une formation qualifiante tout en étant rémunéré et donc acquérir aussi une expérience professionnelle. Et justement, pour les industriels qui seraient en direct avec nous ou simplement ici, c'est quoi la différence entre apprentissage et professionnalisation? Eh bien, sur un contrat d'apprentissage, on s'adresse principalement à des jeunes de 16 à 29 ans, Okay. Alors que pour un contrat de professionnalisation, on est beaucoup plus souple. On va plus pouvoir accueillir des demandeurs d'emploi ou des personnes qui sont en reconversion. Et alors justement, une entreprise, pourquoi aujourd'hui elle devrait recruter en alternance, selon vous? Bien, l'objectif, c'est de former son futur collaborateur. Ouais. C'est répondre à des besoins en compétences. Et puis, naturellement, bénéficier d'aide financière. Donc aujourd'hui, selon vous en tout cas, c'est plus intéressant de suivre un cursus en alternance plutôt qu'un cursus initial, si j'ose dire. Ah bah, totalement, puisque en fait, l'alternant donc, est rémunéré, il va acquérir donc, une expérience professionnelle, il va pouvoir donc, s'acculturer donc, à l'entreprise et donc apprendre en fait, tous les codes. Et aujourd'hui, ce qui fait défaut sur un jeune qui suit un parcours, on va dire, classique, c'est l'expérience professionnelle. Voilà. Aujourd'hui, on a plein de jeunes sur le marché qui ont des beaux CV, mais il leur manque en fait cette fameuse expérience professionnelle que permet d'obtenir en fait l'alternance. Et donc par exemple, dans le cas du CFA papier carton, c'est pas neutre, hein, le chiffre c'est 97% d'accession à un contrat après une alternance. C'est pas vrai dans tous les milieux, mais chez vous ça marche. Ça marche, en effet. On a 0% de coupure, ça veut dire aujourd'hui, donc, quand nos alternants s'engagent avec le CFA papetier de Gérardmer, que ce soit un bac pro ou un BTS, il va donc jusqu'à l'obtention de son diplôme, et derrière il y a une sortie positive. Et aujourd'hui, il y a un risque encore pour une entreprise ou pour un jeune de faire une alternance? Il n'y a aucun risque, hein, en fait. Il y a un cadre légal. Un cadre légal. Il y a une période d'essai? Il y a une période d'essai de 45 jours. Et on a un petit défaut micro. On va échanger avec... un gros défaut, on échange, ouais. Si vous le voulez bien. Merci beaucoup, monsieur De Hatton. Vous avez sauvé ce direct. Il y a un cadre légal, il y a un contrat, et donc l'alternant est mis en relation avec un tuteur, un maître d'apprentissage qui est formé et qui le suit donc, durant ces 2 années de formation. Donc il y a des routines un petit peu entre l'entreprise et l'école, il y a des passerelles, ça échange régulièrement? Il y a des bilans qui sont faits régulièrement. C'est au minimum un bilan tous les 6 mois sur les 2 ans, ce qui fait quand même 4 bilans. Et puis l'entreprise participe aussi au conseil de classe, pour voir un petit peu l'évolution de son alternant. Et aujourd'hui, donc, vous le martelez, Sébastien Blondeau, c'est que l'alternance elle est accessible à toutes et à tous. Oui, c'est un modèle d'inclusion en fait. À tous les âges. Oui, bien sûr. Oui, à tous les âges. On a au niveau du CFA papetier des alternants qui ont 34 ans. Voilà, j'ai une entreprise, l'une de nos entreprises partenaires, qui a donc l'un de ses collaborateurs qui souhaite donc évoluer. Il est papa, il a 31 ans, il est diplômé d'un bac, et pour aller un peu plus loin, il va venir chez nous pour faire un BTS en 2 ans. D'accord, ok. Oui, c'est des parcours intéressants, je pense, pour le coup. Des parcours qui sont, à mon sens, atypiques et qui permettent en fait des évolutions de carrière. Et justement, pour terminer, on est d'accord, l'alternance, c'est une vraie opportunité quand même, à la fois pour le jeune et pour l'entreprise, même si il y a parfois des contraintes. Il faut pouvoir l'accompagner, il faut être staffé en interne pour pouvoir accompagner le jeune au sein de l'entreprise. Mais globalement... c'est un contrat gagnant-gagnant. C'est un contrat gagnant pour l'entreprise, avoir la possibilité de former une personne comme on le souhaite. Et c'est aussi donc gagnant pour l'alternant, puisque derrière ça débouche sur un contrat bien souvent en CDI. Donc on n'est pas là pour apporter une ligne supplémentaire à un CV, on est là pour apporter donc des compétences, en effet une ligne, et puis derrière, surtout un emploi. Magnifique. Et bien pour les jeunes qui sont là, il faut penser à l'alternance. Et puis pour les industriels, n'hésitez pas non plus. Je pense qu'il y a de nombreux CFA qui seront ravis de travailler en collaboration avec vous. Alain De Hatton, vous vouliez rajouter quelque chose?
comme j'ai prêté mon micro, j'ai droit à un petit joker. Allez-y. Non, c'était juste pour compléter tout ce qui s'est dit là. Il y a un partenaire aujourd'hui qui est essentiel pour nous pour développer justement l'apprentissage dans des voies professionnelles, c'est l'Éducation nationale, car on a besoin, lorsque des entreprises recrutent aujourd'hui des techniciens supérieurs ou des ingénieurs, ils ont souvent besoin de vraiment faire tout le cursus apprentissage dans le domaine industriel. Donc on a besoin de jeunes qui sont intéressés par des CAP ou des bacs pro, qui vont ensuite faire des BTS et qui ensuite iront sur des diplômes d'ingénieurs. Donc l'alternance, c'est la voie royale pour être accompagné tout au long de son cursus en formation initiale, parce que l'apprentissage reste la formation initiale, et ça permet surtout d'avoir un métier et une carrière et de s'épanouir au sein d'une même entreprise parfois tout au long de sa vie, en ayant différentes passerelles pour évoluer sur différents métiers et surtout être en capacité toujours d'aller plus loin au niveau de ses études. Et ça, c'est vraiment l'industrie qui est en capacité d'apporter ça par rapport aux autres secteurs. Merci beaucoup Alain de Hatton, merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous sur la présentation du panorama emploi, compétences et formation de l'interindustrie, avec des magnifiques témoignages aussi autour de l'attractivité de l'industrie et de l'alternance. Merci à toutes et à tous.